Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. À quoi ressemble l'orientation des lycéens français dans leurs études supérieures? C'est le sujet de la dernière étude EduMapper et Opinionway. On en parlera avec la sociologue Anne Muxel en première partie de notre émission. Et si la rentrée scolaire se préparait dès le mois de juin, pas de panique, il n'est pas question de devoir pour le moment, je vous rassure, mais bien d'un salon pour présenter toutes les astuces et nouveautés de septembre. On en parlera avec nos invités en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Shirley Adelaide. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la vive émotion qui touche la France après la mort d'une surveillante, Mélanie, 31 ans, dans un collège à Nogent, en Haute-Marne. Elle a été poignardée par un adolescent de 14 ans alors que la gendarmerie contrôlait les sacs. Adolescent qui a été arrêté ce matin. Sa garde à vue a été prolongée au lendemain de ce drame. De nombreuses questions se posent évidemment. Ah oui, comment endiguer la violence chez les jeunes? Le personnel éducatif doit-il craindre pour sa vie? Réaction de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, ce matin sur France Inter. Évidemment, on doit protéger, et c'est une priorité absolue. On doit protéger l'école et protéger celles et ceux qui la font vivre. Et moi, je peux vous assurer que face à cette circulation des couteaux qui se répand chez les jeunes, dès mon arrivée, j'ai souhaité qu'on organise des fouilles devant les établissements pour qu'aucune arme ne puisse rentrer. Et problème, l'attaque envers la surveillante s'est déroulée ce jour-là lors d'un contrôle aléatoire des sacs prévus avec la gendarmerie dans le cadre de la circulaire Retailleau-Borne et sur réquisition du procureur. Ce contrôle expose-t-il le personnel éducatif? Réponse de la ministre. Vous savez, moi j'entends parfois dire il faudrait que les personnels de l'éducation nationale organisent des fouilles. C'est précisément pas ce qui est prévu. Ce sont bien des policiers, des gendarmes qui organisent ces fouilles pour ne pas exposer les personnels de l'éducation nationale. L'enquête permettra de préciser les circonstances qui font que cette jeune femme était là, mais elle n'était pas en train de participer à l'opération de fouille. Et les gendarmes étaient là. Un gendarme a essayé de s'interposer. Malheureusement, ça n'a pas pu lui sauver la vie. Elisabeth Borne qui a aussi rappelé que l'État devait agir main dans la main avec les collectivités territoriales pour assurer la sécurité dans les établissements scolaires afin que ces derniers restent, je cite, des sanctuaires. Et depuis hier, les solutions, les propositions fusent pour assurer cette sécurité, justement, à commencer par l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, portée par Emmanuel Macron. On ne peut pas attendre, a affirmé le président de la République hier soir en direct sur France 2, en rappelant que ce projet du gouvernement a été déjà évoqué plusieurs fois. Emmanuel Macron compte bien prendre les devants. Je nous donne quelques mois pour faire la mobilisation européenne, sinon je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France, a dit le président. Et pour cela, les plateformes devront coopérer en mettant en place la reconnaissance faciale, des identifiants pour vérifier l'âge des utilisateurs. Si le monde virtuel est dans le viseur, c'est pour tous les contenus violents auxquels il expose les jeunes, comme le rappelait ce matin la sénatrice LR de Haute-Marne, également élue de Nogent, Anne-Marie Nédélec. Je pense qu'on est face à un grave problème de société avec une violence qui est omniprésente chez nos ados. On a déjà supprimé et interdit les portables, c'est très bien au collège, mais il faut aller beaucoup plus loin. On sait tous qu'il y a des sites, qu'il y a des plateformes qui diffusent en permanence de la violence, de la pornographie, des appels au meurtre, des appels au suicide, etc. Il faut que ça cesse. Nos ados vivent dans un monde virtuel où on s'égorge, on se tue, on ressuscite, on se retue, mais le problème c'est qu'ici, dans la vraie vie, on ne ressuscite pas. Et Mélanie, elle est morte définitivement. Anne-Marie Nédélec, sénatrice LR de Haute-Marne, au micro de France Inter ce matin. Autre question soulevée par ce drame, c'est bien sûr celle de la santé mentale des jeunes, un sujet qu'il n'est plus possible d'ignorer. La ministre de l'Éducation semble en être consciente. Assurer la sécurité dans le milieu scolaire, ce n'est pas uniquement fouiller les élèves à l'entrée des établissements. Ça passe aussi par une très grande vigilance sur les problèmes psychologiques que peuvent rencontrer des élèves. Et c'est pour ça qu'il y a tout un volet santé mentale que moi j'ai annoncé avec
la demande que j'ai faite à tous les établissements d'avoir d'ici la fin de l'année un protocole pour repérer et faire prendre en charge avec tous les partenaires de l'école les jeunes qui ont des difficultés psychologiques, avec la mise en place de 2 adultes repères qui sont formés pour détecter les signaux de malaise psychologique chez les jeunes, avec un conseiller par département pour accompagner ces jeunes. Or, avec un psychologue pour 1500 élèves à l'heure actuelle, difficile de parvenir à cet objectif. Face à ce manque cruel de personnel de santé en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation affirme que des discussions sont en cours pour renforcer des effectifs d'infirmières, d'assistants de services sociaux et de psychologues, sans toutefois préciser le nombre de postes ni l'échéance de ce projet. Alors nous suivrons évidemment les prochaines annonces du gouvernement à ce sujet, mais la santé mentale, est-ce que ce n'est pas aussi finalement une question de perspective, de pouvoir se projeter, d'envisager un bel avenir? Pour cela, les politiques font-ils assez dans leurs discours et surtout dans leurs actions? Eh bien, la réponse est non pour Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, qui pointait du doigt la responsabilité des élus politiques dans l'anxiété des jeunes. Elle était sur France Info ce matin. Il y a un état dépressif dans la jeunesse et nous, politiques, on doit s'occuper de mettre aussi de la lumière au bout du tunnel. Et aujourd'hui, excusez-moi, j'en vois pas beaucoup. Quand M. Barnier prend la parole dans son discours de politique générale, je ne suis pas sûre que tous les enfants de ce pays aient regardé, et en tout cas pas jusqu'au bout. Mais il passe plus de temps à parler des prisons qu'à parler de l'éducation, pour lesquels il n'avait aucune vision. Ça pose d'ailleurs au passage la question de l'éco-anxiété qui est souvent mise en avant quand on parle de santé mentale. Mais pas que. Enfin, l'anxiété aujourd'hui chez les jeunes, évidemment que l'écologie joue une grande partie et à juste titre, parce que ce qui se passe est préoccupant et que je pense qu'une partie de cette jeunesse n'a pas l'impression d'être entendue. Mais les politiques qui nous gouvernent, ils ont quoi à proposer aux jeunes? Des places de prison? Et enfin, parmi les autres solutions évoquées pour éviter les nouveaux drames et diminuer ces phénomènes de violence, il y a aussi l'idée de la mise en place de portiques de sécurité dans les établissements scolaires comme dans les aéroports. Elle ne fait pas forcément l'unanimité, et l'interdiction de vente de couteaux aux mineurs également. Oui, 2 mesures soutenues par le Premier ministre François Bayrou et annoncées dans le 20h de TF1 hier soir. L'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs sera mise en œuvre par un arrêté pris dans les 15 jours, a-t-il précisé. Et pour rendre hommage à la surveillante décédée hier, une minute de silence sera observée demain à midi dans tous les établissements scolaires. Nous sommes au lendemain d'un autre drame, celui qui s'est déroulé en Autriche hier. Une fusillade dans un lycée à Graz qui a tué 11 personnes, dont un jeune Français. L'assaillant autrichien a 21 ans, un ancien élève de l'établissement. Il s'est suicidé. C'est la sidération dans tout le pays. Oui, où 3 jours de deuil national ont commencé aujourd'hui avec une minute de silence observée ce matin. D'anciens élèves se sont recueillis pas loin du lycée où se sont déroulés les faits. Lisa et son amie Laura était au micro de Simon Le Baron sur France Culture. On les écoute. C'est mon école, dit Lisa. C'est dans cet établissement qu'elle a rencontré ses meilleures copines. Elle a pleuré après le bac quand elle l'a quitté. Je pense aux familles qui ont perdu leurs enfants et qui traversent le pire moment de leur vie. Je ne sais pas comment on peut se sortir de ça. Je suis allée donner mon sang. J'avais l'impression que tout Grasse était là. Ça m'a touchée de voir que toute la ville se tenait ensemble. Alors pourquoi cette attaque? Quelles étaient les motivations de l'assaillant? Ce n'est pas la lettre qu'il a laissée à ses parents qui permet d'en savoir plus. Il ne donne aucun indice. Une bombe artisanale non fonctionnelle a été retrouvée aujourd'hui à son domicile lors d'une perquisition par la police. La police qui poursuit son travail pour faire la lumière sur ce drame. Retour en France désormais. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chance est donnée aux élèves qui n'ont pas été acceptés dans les formations qu'ils souhaitaient sur Parcoursup. Et oui, si 66% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission dès le premier jour sur la plateforme d'orientation, selon les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, d'autres sont sans affectation à l'issue de la première phase d'admission, d'où cette phase d'admission complémentaire qui a été mise en place. Elle ouvre aujourd'hui et jusqu'au 9 septembre, les élèves de terminale et ceux en réorientation qui sont sans affectation vont pouvoir formuler 10 nouveaux vœux dans les formations où il reste des places. Sont aussi concernés les candidats dont les vœux sont en liste d'attente, ceux qui ont déjà accepté une proposition mais qui veulent postuler ailleurs et ceux qui n'avaient pas confirmé leurs vœux au 2 avril.
Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger nos enfants? C'est une des questions posées par ce thriller sud-coréen, Normal Family, un film sorti en salle aujourd'hui. L'histoire de deux frères que tout oppose. Leurs familles respectives vont être bouleversées par un même drame qui se déroule dans les rues de Séoul. Ce film fait étrangement écho à l'actualité puisqu'il est question de violence chez les jeunes. On pense même un peu à la série Netflix Adolescence, dont on a beaucoup parlé évidemment. C'est à la fois un portrait de la société sud-coréenne marquée par la pression qui s'exerce sur les enfants et sur leur réussite scolaire, mais aussi un portrait du monde contemporain. Extrait de la bande-annonce. 넌 네 일 하는 거고 난 내 일 하는 거야. 형은 돈 벌려고 하는 일이고 나는 사람 살리려고 하는 일이야. 형 진짜 돈 되는 거 다 아는구나? 그래, 너 훌륭해. 그래서 내가 널 보고 네가 흥부야. 요즘 무슨 폭행 동영상이라고 인터넷에 돌고 있고. 거기 동영상에 나오는 한 명이 나랑 똑같은 옷을 입었어. 나 아니야. 나 혜윤이가 무서워지려고 해. 아무 일 없었던 것처럼 다 덮고 가면 아무 일 없는 게 되는 거야? 책임지는 거 애들한테만 해당되는 거 아니야? 그 노숙자가 죽고 그럼 애들은 살인자 되는 거야? 혜윤이 자수시킬 거야. 왜 안 하던 짓을 하고 지랄이야? 나 신고 안 할 거지, 그치? Adapté du best-seller Le Dîner de l'écrivain néerlandais Herman Koch, Normal Family a été réalisé par Jin Ho-Woo et c'est son 9e long métrage à voir donc en ce moment au cinéma. Oui, là, ça donne envie. Merci beaucoup Shirley. Cela fait une semaine que les résultats de Parcoursup tombent et que bien, les orientations des lycéens se dessinent. Mais de quelle façon justement les jeunes appréhendent les difficultés et les défis majeurs de leur formation à venir? On en parle tout de suite avec la sociologue Anne Muxel. Anne Muxel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directrice déléguée du CEVIPOF Sciences Po et spécialiste de la jeunesse. On va parler ensemble de ce sondage Opinionway pour EduMapper, les jeunes et l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, si je me base sur un chiffre qui est quand même très important, qui est celui-ci, 73% des jeunes adhèrent à l'idée que l'avenir leur fait peur. Vraiment, ils sont terrifiés à l'idée de ce qui va se passer. C'est assez saisissant. Est-ce que pour vous, c'est complètement nouveau cette situation ou c'était déjà le cas finalement, bien peut-être notre génération ou avant? Non, c'est pas complètement nouveau, mais ça fait maintenant quelques années. On va dire qu'avec toutes les menaces qui pèsent finalement sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, qu'il s'agisse des menaces dans le champ de la géopolitique, avec la guerre, les guerres, qu'il s'agisse du climat, et des questions de l'environnement, de l'écologie qui préoccupent beaucoup les jeunes. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu la pandémie, le confinement, la peur effectivement de cette attaque virale très, très forte et mortelle qui tout à coup a sensibilisé cette génération à des menaces multiples auxquelles elles vont devoir faire face et qui du coup leur fait envisager un futur problématique, un futur incertain. Et d'ailleurs, on ne trouve pas grand monde pour les rassurer, que ce soit dans le champ politique, dans le champ éducatif, dans le champ scientifique. Dans le champ familial aussi, parce que finalement, on est tous plus ou moins dans cette inquiétude-là, avec toujours cet élan de positivisme. Enfin, quand même, effectivement, 3 jeunes sur 4, c'est énorme. 3 jeunes sur 4, vous le dites, qui sont donc pris dans un contexte qui, sur tous les plans, finalement, pratiquement tous les plans, et bien sûr le contexte économique aussi, qui est très fragile. Est-ce que ça aussi, pour revenir sur le contexte des générations, c'est pas quelque chose d'un peu nouveau? On sait bien que les générations précédentes ont vécu notamment la Seconde Guerre mondiale, ont vécu des périodes extrêmement douloureuses et difficiles. Mais finalement, être pris par une pandémie comme ça qui nous a tous paralysés, je veux dire le monde entier en même moment, en même temps. Effectivement, il faut le redire, ce Covid, quand même, s'il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, plus effectivement ce contexte géopolitique économique, ça aussi participe vraiment à une situation de paralysie peut-être, non? Oui, de paralysie, d'inhibition, ou en tout cas d'incapacité de se projeter
vraiment dans l'avenir. Et en fait, quand on est jeune, c'est vrai que c'est le temps de la projection dans des envies, dans des désirs, dans des capacités d'envisager ce que peut être un futur personnel. Alors, ils restent quand même un petit peu plus optimistes pour leur futur personnel que pour le futur collectif et le futur de la société. Ils sont quand même très pessimistes, d'ailleurs, comme les autres générations. Mais ça fait quand même un petit moment maintenant que l'on parle, par exemple, de la panne de l'ascenseur social. Ça fait aussi un petit moment maintenant que l'on mesure dans nos enquêtes en France que la plupart des Français considèrent que les jeunes ont des conditions d'entrée dans la vie adulte moins bonnes que les leurs au même âge. Et la peur du déclassement social, la peur que les jeunes réussissent moins bien, dans un contexte en plus où, en gros, on ne sait pas très bien quels seront les métiers de l'avenir. Ça aussi, c'est un élément de l'équation de l'incertitude que les jeunes ont à résoudre et qui résonne tout particulièrement par rapport à la question de leur orientation scolaire. Alors justement, cette orientation scolaire, on va en parler parce que pareil, les chiffres sont assez étonnants, à la fois dans le positif et dans le négatif d'ailleurs. Mais j'aimerais déjà qu'on parle de la perception justement de cette orientation professionnelle. 63% en France. 63% des Français pensent que les diplômes obtenus sont le plus important dans la réussite professionnelle. Alors, ils le pensent, et à juste titre, parce que comparé à d'autres pays, en France, la question du cursus de formation, la question du niveau de diplôme est beaucoup plus structurante que dans d'autres pays et fige de façon beaucoup plus précoce la trajectoire d'entrée des jeunes dans la vie adulte, la trajectoire d'insertion socio-professionnelle qui sera la leur. On est dans un système beaucoup plus rigide que bien d'autres pays. Si on se compare par exemple à d'autres pays européens, germaniques ou d'autres pays d'Europe du Nord, où il y a plus de place finalement pour de la flexibilité, des bifurcations, des retours en arrière, plus de place aussi pour des césures. C'est pas le cas en France. Et en France, en plus, l'orientation intervient de façon très précoce. Fin de 3e, quelquefois même fin de 4e. Il faut se déterminer par rapport, en tout cas, à des disciplines, et par rapport à déjà le fait de s'envisager comme plutôt scientifique, plutôt littéraire, plutôt manuel ou technologique, dans un moment où, justement, l'adolescence, c'est un temps de grande incertitude quant à la construction de son identité personnelle. Donc, je crois que là, en France, on est dans une situation très particulière, encore une fois, par rapport à d'autres pays. Et il est tout à fait légitime que les parents mettent une pression scolaire particulièrement forte sur leurs enfants. Si vous faites la réflexion à Muxel, forcément d'autres se l'ont fait aussi. J'imagine que c'est une problématique, l'orientation qui touche tout le monde et tout le monde se dit mais c'est vrai qu'on y pense beaucoup trop tôt. Comment être mature finalement? Comment avoir cette maturité pour réfléchir à son orientation quand on est en 3e? Et pourquoi, à votre avis, la France, l'éducation nationale dans son ensemble, a décidé de s'en emparer si tôt? Je pense qu'en France, pendant très longtemps, au nom de la méritocratie, du diplôme, de la valeur du diplôme, on a effectivement formé les jeunes pour les barder des meilleures connaissances, compétences, savoir-faire scolaires. On a peut-être un peu plus oublié la question de l'épanouissement personnel, de la prise en compte, effectivement, des questions du développement de l'identité dans le temps de la jeunesse, et comparé à d'autres pays où ces questions de nature plus psychologique, plus qualitative, ont eu davantage le dessus. Et c'est vrai qu'on est dans un système éducatif où ces questions notamment de mise en confiance des élèves est sûrement moindre que dans d'autres pays. Tant que dans notre pays, il y a une question de droit à l'erreur. C'est vrai qu'on se pose cette question-là de savoir si on a le droit à l'erreur dans l'orientation. Si on peut se dire, cette année, je me suis un peu trompée, finalement, c'est pas si grave. En tout cas, les jeunes dans l'enquête pensent que, justement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et 61%, ils sont aussi nombreux à penser que cette orientation intervient de façon beaucoup trop précoce.
Donc, ils se rendent bien compte, là, qu'ils sont face à une situation qui ne leur convient pas. Et sachant maintenant qu'en gros, les années de jeunesse s'étalent à peu près sur une quinzaine d'années, c'est ce que les sociologues ont appelé l'allongement du temps de la jeunesse. Le calendrier de la vie a changé par rapport à cet allongement du temps de la jeunesse. En gros, entre 15 ans et 30 ans, il faut attendre maintenant la trentaine pour que le jeune réunisse l'ensemble des attributs, on va dire, de l'autonomie adulte. Donc c'est un temps qui s'étale sur beaucoup d'années. Et donc, dans ce temps qui s'étale sur beaucoup d'années, il y a temps pour la réflexion, il y a le temps pour le fait de se tromper, il y a le temps aussi pour le fait de ne pas savoir exactement ce que l'on veut faire. Là, dans l'enquête, et je parle de mémoire, je crois que c'est 1 jeune sur 2 qui ne sait pas quel métier il veut vraiment faire plus tard, ou en tout cas, et aussi une bonne partie qui en a une petite idée, mais qui n'en est pas vraiment certaine. Donc, en fait, on voit bien qu'on est quand même dans le temps de l'incertitude, dans le temps de la construction. Oui, 56% des jeunes interrogés regrettent leur choix. C'est aussi assez énorme comme chiffre, vraiment plus d'1 jeune sur 2. Est-ce que c'est dû à une mauvaise communication, selon vous, autour de l'orientation ? Oui, sans doute. Ce que l'enquête révèle aussi, c'est que si les jeunes ont quand même des informations, en fait, ce dont il manque surtout, c'est d'accompagnement. En fait, d'accompagnement plus individuel, de prise en compte davantage de ce qu'ils sont, de ce qu'ils voudraient faire, de leurs capacités. En fait, on se rend compte qu'ils ont besoin d'être rassurés, guidés, accompagnés. Et cela manque parce que dans le système éducatif actuel tel qu'il est, eh bien, on demande beaucoup aux enseignants de s'engager dans ce domaine, mais ils n'ont pas forcément le temps, puisqu'ils sont pris par d'autres urgences, par d'autres fonctions. Par ailleurs, ils ne sont pas non plus forcément formés pour relayer l'information concernant tous les cursus finalement possibles qui se sont extraordinairement diversifiés. Quant aux familles, elles peuvent se montrer un petit peu démunies par rapport à l'aide qu'elles peuvent accorder à leurs enfants. Et on voit d'ailleurs dans l'enquête que selon les milieux sociaux, il y a évidemment des inégalités aussi quant à l'accompagnement par rapport à cette orientation. Oui, c'est assez compliqué effectivement du côté des parents. 73% des jeunes estiment que leurs parents se sont beaucoup occupés de leur orientation. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont été préoccupés par la question. Mais finalement, la façon dont c'est rédigé, je me permets sur cette enquête, se sont beaucoup occupés. Occupés, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire à la fois mêlés, à la fois intéressés. Est-ce qu'ils sont interrogés finalement sur leurs propres envies projetées sur leurs enfants ou réellement sur ce que leurs enfants souhaitent faire ou en tout cas peut-être irait vers tel domaine? Oui, bien sûr, il y a une forme de pression. Il y a une pression scolaire, mais il y a aussi une pression familiale. Parce que si les jeunes, les enfants ont du mal à se projeter, eh bien, c'est vrai que l'on peut imaginer qu'il est beaucoup plus facile pour des parents de se projeter dans leurs enfants, justement. Donc, il y a là une sorte de hiatus que l'on retrouve bien dans cette réponse qui est faite par un jeune sur 2, plus d'1 jeune sur 2, qui dit regretter finalement son orientation. Donc là, le bas blesse. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette fameuse phrase « ne fais pas l'erreur que j'ai faite », c'est souvent une phrase qui revient du père ou de la mère, enfin en tout cas de ceux qui s'occupent de leurs enfants. Il y a toujours un peu cette idée, cet effet miroir finalement des parents sur leurs enfants. Comment se départir de ça? Est-ce qu'il faut encourager toujours les jeunes à être dans une discussion familiale ou encourager plutôt davantage à la fois l'État mais aussi les jeunes à favoriser les liens entre conseil d'orientation et élèves? Là, je dirais un petit peu tout à la fois, parce que je pense que les jeunes doivent trouver dans leur famille réconfort, assurance, confiance, écoute, et puis c'est sans doute les parents qui les connaissent peut-être le mieux. Donc je pense que ce lien par la parole au sujet de décisions aussi importantes que l'orientation dans la famille, c'est très important. Mais à l'école, ils peuvent trouver d'autres avis, et notamment l'avis d'enseignants qui les connaissent par rapport à leur comportement à l'école, par rapport à leurs résultats scolaires, par rapport à peut-être une distance un peu plus objective, moins affective en tout cas, que dans le milieu familial où il y aura moins de projections. Donc ça peut être aussi pour certains élèves, certains enfants, certains jeunes, bénéfiques pour eux.
Après, l'enquête montre que les spécialistes, entre guillemets, c'est-à-dire les responsables de l'orientation scolaire, les conseillers d'orientation, ou les conseillères d'orientation, sont un peu à la peine dans cette étude. On sent qu'ils ne jouent pas un rôle considéré comme très important par les élèves, sans doute faute de temps, faute de moyens, faute de formation et faute d'effectifs. Probablement. Il y a les convictions, effectivement, personnelles et les aspirations. 80% d'entre eux, effectivement, disent qu'ils ont choisi cette orientation-là. Voilà. En revanche, 28% disent qu'ils ont eu une orientation qui a été imposée au collège ou au lycée. Oui, alors c'est pas exactement les mêmes mesures. C'est difficile de mettre les deux chiffres, de les présenter de façon antinomique. Le premier chiffre indique que malgré tout, les jeunes cherchent à rester maîtres un peu de leur orientation et à revisiter, puisque c'est une question rétrospective, à revisiter leur parcours de façon plus positive qu'il a pu être, par exemple, vécu. Donc il y a une dimension plus psychologique, on va dire, dans le premier chiffre. Dans le deuxième chiffre, c'est une donnée objective. 28% des élèves ont fait l'objet d'une orientation. D'ailleurs, il y a toujours ce vocabulaire en fin de troisième, j'ai été orientée. J'ai été orientée, ça veut dire que je n'ai pas choisi ce que je voulais faire. Et bien souvent, je n'ai pas pu passer dans l'enseignement général et donc on m'a orientée. Et donc ça reste quand même une proportion importante d'un petit tiers, 3 jeunes sur 10, qui reconnaît avoir subi plus que choisi l'orientation qui lui a été proposée. Et cette orientation-là, d'autant plus quand on l'a dit subie ou non choisie, souvent elle est pour la formation professionnelle. Et peut-être que j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que cette formation professionnelle est une formation qui est formidable par ailleurs, qui peut faire émerger de grands talents. Pourquoi elle est toujours encore aujourd'hui perçue comme telle, comme une voie de garage? Ah oui, mais ça c'est encore une fois une spécificité de notre système éducatif français, comparé là encore à d'autres, où toutes les voies de formation technologique, professionnelle, d'apprentissage pour des métiers manuels ont toujours été dévalorisés par rapport au diplôme de l'enseignement général. Mais on s'est rendu compte, et il y a maintenant des inflexions qui se font, une reconnaissance maintenant plus importante de l'apprentissage, une prise en compte effectivement de la valorisation nécessaire de tous ces métiers dont la société a besoin. On s'est rendu compte que les jeunes peuvent tout à fait bien réussir et quelquefois réussir bien mieux qu'en suivant les filières de l'enseignement général, se retrouver dans l'enseignement supérieur en ne sachant pas très bien ce qu'ils y font et se trouvant dans des postures d'échec et de renoncement. Donc là, je pense qu'il y a aussi des améliorations à poursuivre dans notre système éducatif de revalorisation de ces filières qui ne doivent pas être vécues comme des échecs. De grands changements lieu, forcément, on n'est pas passé à côté avec Parcoursup. Est-ce que là aussi, effectivement, l'orientation est davantage subie aujourd'hui ou au contraire choisie depuis Parcoursup? Alors il y a des progrès. Je crois que la plateforme a fait des progrès au vu des derniers chiffres qui ont été livrés. La prise en compte des choix, des premiers choix des élèves apparaît plus importante qu'elle ne l'a été. Mais c'est vrai que c'est une procédure, en tout cas, qui stresse énormément et les jeunes et les familles. Tout le monde, dans la dernière période, a pu le constater. Et il y a là un grand besoin d'accompagnement des jeunes et des familles, notamment pour mieux se repérer dans cette orientation qui leur est finalement imposée. Parce que la plateforme de Parcoursup, elle oblige aussi les élèves à passer
nécessairement par cette plateforme. Donc c'est aussi quelque chose de contraint. Pour ce sondage OpinionWay pour Edumapeur, on peut lire aussi cette question, les émotions ressenties lors du choix des études supérieures et du métier. Vous parliez d'émotions à l'instant, effectivement. 73% ont ressenti au moins une émotion négative, 49% une inquiétude, en tout cas une première émotion d'inquiétude qui est ressentie. 72% à l'inverse ont ressenti au moins une émotion positive avec aussi envie et curiosité. Donc on est dans cette aussi logique peut-être qui amène cela. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est pas le propre de toutes les générations de se dire à un moment, quand je suis au carrefour de ma vie, ça se démarre peut-être très tôt dans la vie, mais c'est un carrefour très important et donc je suis balancée entre le positif et le négatif, fatalement. Oui, bien sûr, positif, négatif, mais je pense qu'il y avait sans doute moins de négatif avant. Je pense que le stress, l'inquiétude, l'incertitude, cette difficulté de se projeter dans l'avenir renforce les attitudes négatives qui auraient été sans doute moins présentes précédemment. Et peut-être renforcées également à cause des réseaux sociaux, du numérique, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne se renseignent pas auprès de leurs parents, ou en tout cas qui ont besoin de démultiplier des lieux de recherche, vont aussi sur les réseaux sociaux, vont aussi sur Internet, aller glaner un maximum d'informations. Est-ce que ça, c'est positif selon vous ? Là, en tout cas, c'est perçu par les jeunes comme plutôt positif. C'est vrai que quand on leur pose la question dans l'enquête, ça a été pour un certain nombre d'entre eux une ressource intéressante, précieuse, et notamment parce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux des témoignages d'acteurs directs, soit de jeunes qui ont déjà fait cette formation, soit de professionnels qui peuvent parler de leur métier concrètement. Et donc, c'est ça, finalement, dont ils ont besoin. C'est d'une proposition de ce que peut être le réel qu'ils vont trouver. Et je crois que par rapport à ça, la plateforme Edumapeur, telle qu'elle est prévue, propose aussi, va proposer, je crois, des mises en situation, des témoignages, des façons d'aider les jeunes pour appréhender la réalité à laquelle ils se préparent, qui pourra être très, très efficace pour notamment peut-être les rassurer davantage. Merci beaucoup Anne Muxel d'être venue sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes sociologue et directrice déléguée du CEVIPOF Sciences Po, spécialiste de la jeunesse. Merci mille fois. On va marquer une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je ne voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation,
vrai, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Corinne Sambora. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. Virginie Masclet, bonjour. Bonjour. Vous êtes influenceuse connue sous le nom de Poussine, pour tous ceux qui nous regardent. Et également ambassadrice de ce fameux salon de la rentrée scolaire dont on parle aujourd'hui. Un salon qui se tient les 20, 21 et 22 juin au Jardin d'acclimatation à Paris. On connaît le Jardin d'acclimatation pour ses attractions. Pour aussi, à l'époque, il y avait les petits animaux qui se baladaient et tout. Il y a toujours. Voilà. Il y a les pans. Oui, voilà, moi voilà, je vois qui se promènent. Voilà, plein d'activités absolument géniales. Il y a aussi un théâtre de marionnettes, enfin plein de choses qu'on aime. Et il y a surtout ce salon de la rentrée scolaire. Incroyable cette alliance des deux. Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir pensé dans l'acclimatation? En fait, nous, donc je travaille pour le groupe Multipresse. On est une agence 360. On fait de la presse. Du social media, du digital, de l'influence, et on a également cette partie événementielle. Et en fait, on s'est rendu compte que nos abonnés et nos lecteurs avaient une problématique au moment de la rentrée scolaire. Ils trouvaient pas toutes les solutions dont ils avaient besoin, et donc on a décidé de créer le salon de la rentrée scolaire. D'accord, mais pourquoi Jardin d'acclimatation? Parce que c'est le meilleur endroit pour toucher les familles. Pour attirer les familles. Exactement. Elles sont là, on sait qu'elles sont là, donc on y va. Ça, exactement. D'accord. Alors effectivement, quand on dit salon de la rentrée scolaire, ça veut quand même dire que ça pose peut-être une certaine angoisse chez certaines familles, cette fameuse rentrée, de savoir si tout est prêt, si tout est organisé. J'imagine que c'est un peu aussi ça l'idée, les objectifs de ce salon. C'est ça. En fait, la rentrée arrive très vite, les vacances scolaires passent très vite et la rentrée arrive très vite. Et souvent, on arrive au fin juin et on se dit, allez, c'est terminé, on va prendre 2 mois de vacances. Et on se retrouve à la rentrée un petit peu dépourvu parce que on se souvient que finalement, on n'a pas tant travaillé les passeports, les cahiers d'activités, et que notre enfant a des difficultés, ou alors qu'on a envie d'entreprendre de nouvelles activités. Et puis, au final, la rentrée est très tôt et du coup, on se retrouve sans rien. Donc là, au moins, ce salon va nous permettre de nous préparer à tout ça et de partir en vacances sereinement et ainsi d'aborder une rentrée tout à fait mais ça veut dire que sereinement. Alors évidemment mes questions sont nombreuses, vous l'imaginez, qu'est-ce qu'on va y trouver, etc. Mais avant cela, j'ai lu le communiqué de presse et j'ai vu un salon pensé pour vous. Alors je me dis pour nous, c'est-à-dire qui nous? Alors un salon pour les parents, pour les enseignants et pour les influenceurs parentaux et enseignants. Ça veut dire que si on est influenceur mais pas parental, on n'a pas le droit d'y aller. Autrement dit, si on est un élève et qu'on s'y intéresse, non? Oui, bien sûr que si. Ah bon, d'accord. Changez ce communiqué de presse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde en fait peut y aller. Qu'est-ce qu'on va y trouver raisonnablement dans ce salon? À la fois des ateliers, des marques en direct pour pouvoir commander effectivement les fournitures. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs univers. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs univers d'exposants. On a tout ce qui est fourniture, on a aussi tout ce qui est solutions innovantes et sur le numérique et autres. On a les aides scolaires. Enfin, il y a vraiment plusieurs secteurs qui sont présents. Et sur le salon, il y aura plusieurs choses. Donc, effectivement, il y aura des conférences sur différents sujets. Ça peut être aussi comme bien, quoi, d'ailleurs les dangers des réseaux sociaux ou sensibiliser face au harcèlement, pardon. On y retrouvera également l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge, pourquoi c'est important. Enfin, ça sera vraiment divers sujets et la liste est disponible sur notre site internet du Jardin. Animé par qui, justement, ces stands? Par les marques, directement. Les professionnels, tout à fait. D'accord, et des experts en fait de la question, par exemple du harcèlement dont vous venez de parler, ou des langues, pourquoi pas? Tout à fait, exactement. Poussine, puisque c'est aussi votre nom de code en tant qu'influenceuse, Virginie Masclet. Qu'est-ce que vous proposez, en tout cas, qu'est-ce que vont chercher vos followers lorsqu'ils vous suivent? Qu'est-ce qui les angoisse le plus dans cette fameuse rentrée scolaire? De se retrouver un petit peu en fait démunis, dépassés par les réseaux sociaux notamment, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dès le plus jeune âge les enfants sont confrontés aux écrans, ou alors via les réseaux sociaux, pas directement mais via les parents. Donc ils cherchent vraiment de l'accompagnement, ils cherchent à être conseillés, à être sécurisés.
Et ça, vous avez la possibilité justement de les sécuriser, les parents, parce qu'il faut faire une vraie formation pour ça. Oui, non, moi j'ai pas du tout, c'est pas moi du tout qui vais les sécuriser, mais effectivement, en fait, on échange entre parents, entre mamans, entre copines, et voilà, on se donne nos petits tips. Moi, je suis allée sur tel stand, par exemple, et j'ai vu ça, vous pouvez y aller, ça va être plutôt cool. Moi, j'ai telle problématique, et donc du coup, j'ai pu aller voir tel stand qui a réussi à me solutionner. Nous, on a une vie plutôt atypique puisqu'on vit en fait la moitié de l'année à l'étranger, donc du coup, voilà, on va chercher de l'accompagnement sur ça et je vais pouvoir partager tout ça avec mes abonnés. Alors, le stand, la première question, c'est les fournitures scolaires. Forcément, c'est ce qui revient systématiquement pour la rentrée scolaire. Bien sûr. On est tous terrifiés à l'idée d'avoir acheté le bon cahier avec les bons carreaux, les bonnes lignes, le bon machin, le bon format, la calculette qui va bien, etc. C'est valable pour tous les parents, pratiquement à tous les âges. Est-ce qu'on peut arriver avec sa liste le 20, 21 et 22 juin et se dire, tiens, voilà, c'est maintenant là. Ça va s'opérer maintenant, je vais tout récupérer aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de marques qui sont présentes pour les fournitures comme Maped ou Faber-Castell et d'autres. On peut venir faire une partie de sa liste sur le salon, évidemment. Et avoir les bons conseils pour choisir les bons outils. Par exemple, pour les gauchers, on sait que Maped a une gamme spéciale qui peut solutionner les problématiques des enfants gauchers, par exemple. D'accord. Et pour les manuels scolaires, peut-être aussi ? Les manuels scolaires, on a plusieurs éditeurs qui sont présents, notamment Access Édition, on a Bayard Jeunesse également. Oui, bien sûr, ça peut être possible. D'accord, donc eux vont aussi proposer effectivement un regard un peu différent aussi sur cette rentrée scolaire, à la fois être apaisé dans le timing, puisqu'on part du coup l'esprit léger en vacances. Exactement, c'est le but. Et en même temps, tous ce rush en fait. Oui, c'est ça. Et en même temps aussi des conseils peut-être pour les enseignants. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est aussi de faire rencontrer les publics qui ont l'occasion, pas toujours d'être dans une perspective plus cool, avec plus de temps pour discuter. Ça aussi, c'est un moment d'échange important. Exactement. Et puis, il y a aussi des stands qui sont là. Par exemple, je pense à Citeo, qui ont un programme spécial pour sensibiliser les enfants au réemploi, on va dire, des déchets ou autres, enfin, voilà, de la réutilisation. Du recyclage. Voilà, c'est ça. Et ils font quelque chose de spécial pour les enseignants. Ils ont un guide spécial à destination des enseignants qui peuvent transmettre, par exemple, dans leur classe ou autre. C'est très intéressant. Les enseignants qui découvrent les nouveautés en avant-première, c'est pas mal ça aussi. Poussine, de votre côté, qu'est-ce que vous allez partager précisément ces 3 jours en acclimatation ? Je vais partager le salon déjà, tout le salon en général, les marques qu'on peut retrouver, parce que même si elles sont notées sur les flyers ou autres, c'est toujours bien de partager tout ça. Et puis je vais partager mon expérience, parce que moi je vais y aller en tant qu'influenceuse, mais aussi en tant que maman. Et puis voilà, je vais partager ma petite expérience, les infos que j'ai pu trouver, les conseils que je peux trouver, les bons plans. Vos enfants, en quel âge aujourd'hui ? Ils sont encore scolarisés au collège-lycée ? Alors j'en ai une de 23 ans, donc elle travaille, elle est dans le monde de l'emploi, et j'en ai une de 9 ans qui passe en CM2. Ah oui, CM2, donc là vous êtes en plein dedans. Moi je suis en plein dedans. Mais vous avez connu justement l'avant aussi, collège-lycée, donc vous savez aussi vous préparer la suite. Oui, c'est ça, ce qui est pas rien. Hein. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on n'avait rien en fait pour tout ce qui était de la crèche à la primaire. On ne trouve pas de salon, on trouve pour les collèges, lycées, etc. Mais pour tout l'avant, on est un petit peu perdu. Et là je trouve que justement pouvoir apporter ce genre de salon. L'idée aussi de pouvoir penser peut-être l'école autrement, en tout cas le regard sur l'école un peu différent, parce qu'aujourd'hui malheureusement les actualités ne sont pas toutes très réjouissantes. Et puis les professeurs luttent beaucoup, on le sait, et c'est vraiment pas simple. Peut-être que c'est un salon aussi qui donne ce besoin, encore une fois, je parlais d'échange il y a quelques minutes, mais c'est ça, de pouvoir discuter autrement de l'école, repenser peut-être différemment la façon d'enseigner. Tout à fait. Vous ressentez, c'est une demande de la part des parents aussi, quand ils vous contactent par exemple aussi. Alors non, moi j'ai pas forcément la demande, mais en fait vu que je vis entre la France et les États-Unis, c'est 2 systèmes scolaires qui sont complètement différents, et je vois bien que les gens s'intéressent à comment ça se passe ailleurs. Rassurez-moi, vous vivez pas à Los Angeles en ce moment? Non. D'accord. Parce que les États-Unis sont dans un sacré mouvement. Comment ça se passe d'ailleurs? Quel est votre regard entre l'éducation française et l'éducation américaine? Moi je trouve qu'il y a du bon dans les deux. Oui, il y a du bon partout. Voilà, Poussine. Je suis très lisse, mais très honnêtement, je suis ravie de pouvoir offrir ça à ma fille aujourd'hui, d'avoir ces deux côtés niveau scolaire. Voilà. Après, rien ne vaut quand même la culture française et tout le programme, mais le côté bienveillant qu'on peut trouver aux États-Unis aujourd'hui est hyper intéressant. Et oui, on pourra le regard multiculturel, effectivement, est passionnant. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle les dates, notez-les bien. 20, 21
et 22 juin. Ça se passe au jardin d'acclimatation. Donc la veille, vous venez, vous faites les attractions, vous faites la totale, le train fantôme, le machin, etc. Et puis, vous vous préparez au sein de la rentrée scolaire avec vos sacs, vos bagages pour pouvoir rencontrer toutes les marques, rencontrer tous les acteurs de l'éducation qui seront présents ce jour-là afin de préparer au mieux cette fameuse rentrée scolaire pour qu'elle soit apaisée, cool et digne d'une vraie rentrée. Merci à vous, Corinne Sambora, journaliste. Merci à vous. Et Virginie Masclet, influenceuse sous le nom de Poussine et ambassadrice du salon de la rentrée scolaire. Merci à vous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Enfance compliquée. Oui. En temps de guerre, alors raconte-nous, effectivement, tu vivais avec tes frères et sœurs et tes parents à Brazza, oui. À Brazzaville. Enfance pour le moins dorée. Oui, une enfance plutôt dorée. Voilà. J'habitais à Brazzaville, la capitale du Congo. Alors, il y a 2 Congos en Afrique, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. On va l'appeler Zaïre pour ne pas... Voilà, ouais. C'est Zaïre avant, et voilà, on va pas tout mélanger, effectivement. Donc, une jeunesse plutôt insouciante et dorée. On ne manquait de rien. J'étais dans une école privée. On avait du personnel de maison. Et malgré tout, c'est une jeunesse à laquelle j'étais déjà confronté à la guerre, parce qu'à 5 ans, en 1993, j'ai connu une première guerre. En 1997, j'en ai connu une deuxième. J'avais 8 ans et demi, 9 ans. Et en 1998, il y a cette guerre d'une violence inouïe qui nous amène, ma famille et moi, à fuir les combats et à entamer ce lent périple. Tu avais quel âge ? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans en 98. On se souvient forcément de l'endroit où on est quand on entend les premiers bombardements ? Tout à fait. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Je sortais de l'école, j'avais eu classe la matinée, c'était un vendredi. Entre midi et 2, je jouais avec mes camarades et on s'est séparés presque sans nous dire au revoir. Persuadé de nous revoir quelques heures plus tard. Et j'étais à table quand j'ai entendu les premiers coups de feu retentir. Voilà, et là, j'étais pris de court, en état de choc. Il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, mais qui en fait sont déjà positionnées à l'époque. Alors je ne sais plus d'ailleurs si à l'époque on parle d'intersectionnalité ou pas, mais c'est déjà à cette époque qu'on commence à dire qu'il peut y avoir une stratification des formes d'oppression, qu'être femme et pauvre et d'origine étrangère, ça peut poser des questions supplémentaires. Et tout ça, en fait, ce substrat, c'est ce qui est très intéressant dans la première partie, on se rend compte que ça fait finalement un demi-siècle que c'est déjà travaillé par la pensée. Deuxième partie, vous vous concentrez là sur les violences, d'une part, entre partenaires hétérosexuels, et d'autre part, les violences contre les mineurs, et notamment l'inceste. Pourquoi vous avez choisi ces deux zooms ? Parce qu'évidemment, vous le précisez dans le livre, ça n'exclut pas tout le reste. Effectivement, dans une deuxième partie, je me centre, donc c'est une approche qui est plus empirique. Donc à partir de là, j'abandonne un peu la discussion théorique et je me centre à partir des sciences sociales qui sont vraiment fondamentales pour la réflexion sur les violences sexuelles comme phénomène social. Je me centre sur 2 contextes où la violence sexuelle est particulièrement prévalente, à savoir dans un contexte hétérosexuel entre partenaires connus les uns des autres, et je me centre également sur les violences sexuelles intrafamiliales. Et le premier, je me permets de le souligner, c'est absolument essentiel, puisque vous y venez à un moment donné, l'image qu'on peut avoir en tête du type dans une ruelle sombre avec un couteau, etc., c'est pas du tout le cas dominant des viols. Les viols sont commis par des gens qu'on connaît. Tout à fait. Et c'est là où l'apport de la sociologie, c'est là où je viens la chercher, c'est effectivement que les enquêtes statistiques nous ont permis, et les premières permanences également téléphoniques accompagnant les victimes de violences sexuelles ont permis de rendre compte du fait que la plupart des violences sexuelles ne sont pas le fait d'inconnus dans une ruelle sombre, mais bien le fait de proches, de personnes connues, de l'entourage, de la famille. Les directeurs informatiques que vous représentez au sein de ce groupement, on peut appeler ça un groupement professionnel. C'est ça. Voilà, tire aujourd'hui une sonnette d'alarme sur 2 points clés, et Dieu sait qu'ils sont essentiels, on en parle régulièrement ici. D'abord, le niveau des mathématiques des collégiens, et ensuite, la faible représentation des femmes dans le secteur technologique. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, ce sujet-là, il paraît si important pour ces 14 000 directeurs informatiques et leurs équipes que vous représentez ? Alors, 14 000 membres, 12% de femmes. Et si je descends au niveau des managers, j'ai plus que 8% de femmes au sein du CRIP. Donc nous alertons et nous pensons que ça doit passer par la formation des plus jeunes. Et quand je dis des plus jeunes, je pense maternelle, école primaire. Ça doit démarrer dès cet âge-là. Oui. Parce que c'est là que tout se crée. Et je pense qu'on est tous concernés en tant que mère,
profs, instituteurs, il faut tous qu'on explique ce que sont les métiers du numérique. Métiers du numérique, on n'arrive pas à les conceptualiser. On sait ce qu'est une infirmière, un maçon, un avocat, mais informaticien, ça ne veut rien dire. Donc il faut présenter des rôles modèles et attirer les talents. Alors comment on fait ça justement ? Alors, nous, depuis des années, j'incite mes membres à prendre des jeunes collégiens en stage de 3e. Et ça marche plutôt bien. On a formé près de 3500 jeunes il y a 2 ans en les incitant à aller voir ce qui se passe dans les services informatiques. Et là, cette année, nous organisons des universités au Palais des Congrès les 16 et 17 juin. Et le 17 juin, nous allons accueillir une centaine de collégiens de 5e et de 4e qui vont venir découvrir les métiers du numérique. Tu as dit justement petit qu'en temps de guerre et avec ce petit calepin, tu t'es juré que si tu t'en sortais, tu deviendrais auteur. Oui. C'est en sortant justement cet ouvrage que tu as le sentiment de réaliser ton rêve, ou déjà avec les Florafés, tu avais touché un peu du doigt ton rêve? Ou alors ça, c'est vraiment la consécration? Je pense que le roman, c'est la consécration, parce que le roman a été... il y a eu un avant et un après. J'ai eu l'impression que la boucle était bouclée, que j'avais atteint le grand objectif de ma vie, parce que mon rêve était d'être écrivain. Mais ce rêve était né et ce rêve était étroitement lié à ce roman. Et le fait de l'avoir publié, voilà, ça a été un très grand accomplissement dans ma vie. Alors, je reprends au début, nos années 60-70, l'émergence du viol comme objet politique. En fait, le viol, il était déjà condamné depuis belle lurette, puis on appelait ça le rat. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la définition, dans la perception qu'on peut en avoir? Les mobilisations féministes, elles ont permis déjà de faire valoir une perspective féministe sur le viol, à savoir qu'il ne s'agissait pas donc, en tout cas, la définition du viol comme rapt était totalement inadéquate pour rendre compte du vécu du viol comme violence. Et effectivement, ce n'est qu'à partir en France des années 1980 et sous la poussée des mobilisations féministes, que la définition du viol a été modifiée et a commencé à intégrer l'idée du viol comme effraction physique et psychique. Avant, il y a des trucs, c'est lunaire. Quand on vous lit, on a des débats sur des centimètres de pénétration ou pas. On voit que c'est vraiment une... à la fois une perspective très réductrice, totalement masculine et sordide. Mais alors là, ces questions-là de pénétration et ces représentations du viol, elles sont encore, je veux dire, on est vraiment sur un processus qui est encore en cours. La notion de viol conjugal, l'idée de viol conjugal, elle émerge, elle est reconnue légalement à partir des années 90 seulement. Donc on est vraiment, je veux dire, il y a des femmes encore vivantes aujourd'hui qui ne savaient pas quel mot mettre sur des viols qu'elles auraient subis dans la sphère conjugale. Pour la question de la pénétration, ce n'est que très récemment encore là, dans ces dernières années, qu'on a commencé à considérer le viol, considérer par exemple le cunnilingus comme un viol et non plus uniquement la pénétration. Voilà, donc c'est des considérations, des conceptions qui sont encore en cours et qui d'ailleurs ne sont pas forcément prises au sérieux et pris assez au sérieux, y compris par les affaires judiciaires. Les métiers du numérique, 24% de femmes aujourd'hui, ce qui est rien. Et si on prend les métiers techniques du numérique, donc là je crois qu'on descend à 8%. Donc l'idée, c'est d'accueillir ces jeunes. Donc on fait ça avec le rectorat de Paris et je les remercie d'avoir joué le jeu. On organise des mini-universités qui vont être présentées par un alternant, un jeune qui parle aux jeunes. Et donc l'idée, c'est de leur présenter un petit film, dessin animé qui explique ce qu'est le système d'information, parce que finalement, ils ont tous un téléphone. Ils ont tous des applications, mais qu'est-ce qui se passe entre l'application et là où je vais commander la société qui va me livrer c'est un peu magique. Donc, on va leur expliquer ce qu'est le système d'information, comment ça marche. Et ensuite, il y aura une séquence Vie ma vie, où là, il va y avoir des femmes qui vont monter sur scène et qui vont expliquer leur parcours et qui vont dire « J'étais nulle en maths, mais maintenant je suis dans l'informatique et je m'éclate et je gagne beaucoup d'argent. » Et puis après, on leur a organisé un memory game. Donc là, ils bossent déjà avec leurs profs. On a identifié toutes les grandes familles de métiers informatiques et ils vont se balader sur le salon. Ils auront un jeu de cartes et ils vont trouver les familles et l'équipe gagnante va recevoir des lots. Va recevoir des lots, tout ça, effectivement, c'est avec un seul objectif, montrer que c'est possible, notamment ces métiers féminins que vous avez présentés. Exactement, montrer que c'est possible. Et puis surtout, on est à l'aube du numérique.
Tout est en train d'arriver, donc tous ces jeunes qui ne vont pas vers ces carrières vont se couper de l'économie future. Voilà pour les apps, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous, Shirley, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve demain, Shirley. Exactement, demain. Voilà, même heure, elle sera là. Ainsi que toute l'équipe en régie. Un grand merci. À la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.